On a le plaisir de recevoir un éminent personnage, Victor Loupan, qui a été éditeur, qui est toujours éditeur, mais avant vous aviez votre propre maison d'édition. Oui, c'est vrai. Un franco-russe. Et je l'ai invité ce soir pour parler de son dernier livre, Histoire secrète de la Révolution russe. Je crois, et je vous le conseille tout à l'heure de vous le faire dédicacer, qu'en langue française, c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre les événements. Ce n'est pas un roman, c'est une histoire. On évoque de manière précise le jeu de certaines banques, entre autres américaines, pseudo-américaines, ou de la 13e tribu, comme on veut, qui ont joué le même rôle d'ailleurs précédemment contre la Sainte-Russie lors de la guerre russo-japonaise. On voit comment des personnages comme Lénine, Trotsky, Staline font vraiment partie de ce qu'on pourrait appeler la trinité du mal. Et pour comprendre ces événements qui ont une portée, je crois, métaphysique, il ne s'agit pas au fond de célébrer le centenaire de la Révolution russe pour le déplorer, mais pour en tirer les leçons pour aujourd'hui. Le communisme, du moins certaines de ses idées, sont, du moins telles qu'elles ont été mises en pratique dans la Russie, sont assez loin de celles de Marx. Et on voit l'influence de certains personnages que vous évoquez parfaitement, entre autres le Parvus, qui met l'accent sur l'international. Et on voit aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, le communisme est tombé, mais il a muté. Les trotskistes, on les trouve en Amérique, chez Soros, Clinton et toute la bande. Page tragique, sombre, où le Russe devient l'ennemi de son propre frère. C'est l'inversion de certaines phrases de l'Évangile. Et c'est peut-être ce que nous allons vivre. Certes, le communisme est tombé, du moins en Russie, mais il faut voir que 30 ans après la prise de pouvoir, qui était un coup d'État militaire, car la première révolution, c'est un coup d'État bourgeois. Et il faut retenir que le tsar a été trahi par sa famille, par l'armée, et même par l'Église. Si on lit par exemple les mémoires du dernier aumônier général de l'armée russe, qui a été traduit récemment en français, on est effrayé. Et pour comprendre cette complexité, je vous invite à lire Dostoïevski, Les démons, et aussi, je crois que ça vous a été présenté ici, le roman de Leskov, À couteau tiré, où on voit une petite secte anarchiste, nihiliste, féministe, qui vont au crime d'une manière gratuite. L'héroïne aurait pu obtenir son héritage sans besoin de tuer son conjoint. Non, plaisir. Je veux, je peux. Et c'est à l'image de notre société. Le communisme est mort, mais 30 ans après la prise du pouvoir, qu'est-ce qu'on voit? La plus grande partie de la planète était d'imprégnation marxiste. Après la guerre de 39-45, une grande partie de l'Europe de l'Est, l'Afrique, l'Asie, le gouvernement russe actuel a demandé pardon à son peuple pour les crimes passés. Ce n'est pas le cas pour les différents gouvernements français
pour les crimes de la Révolution française. Et il faut bien voir que la Révolution française a été la matrice de toutes ces horreurs. Et il faut prendre bien de conscience aussi, et je pense que vous insisterez là-dessus, qu'une idée révolutionnaire, l'idéal révolutionnaire, ne se vainc pas par la baïonnette. Il faut des croyants, des saints. Et si la révolution russe, comme la révolution française, a été en quelque sorte une purification, il faut prendre conscience de notre devoir de mener le bon combat. Et c'est peut-être ce que nous enseigne aujourd'hui cette page sombre de notre histoire européenne. À vous, cher ami. Merci frère Thierry, et merci à vous tous d'être venus pour entendre cette petite conférence. On va essayer de faire une causerie, puisque nous sommes dans un endroit sympathique où nous avons dîné ensemble. Quand l'éditeur Gilles du Rocher m'a proposé d'écrire ce livre, je me suis tout de suite dit, qu'il y avait des dizaines de livres sur les révolutions bolcheviques. Enfin, il y en avait vraiment beaucoup. Il faut voir que toute l'historiographie française a été communiste jusque dans les années 80. Hein. Donc, vous avez toute une école d'histoire française qui a traité ce sujet de tous les côtés. Et aussi, il y a eu aussi des livres parfaitement anti-communistes qui ont été faits sur cette époque. Mais ce qui unissait à la fois tous ces travaux, c'était le côté, si je puis dire, un peu officiel, un peu monumental, quoi. C'est-à-dire que voilà, la prise de Palais d'Hiver, voilà tel événement, voilà telle bataille, voilà tel prince, voilà tel tsar, voilà tel, etc., etc. Enfin bon. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est ça, finalement, qui explique les choses? Et moi, je pensais tout savoir de cette révolution, enfin de cette histoire, parce que je suis né en ex-URSS, j'ai vécu les 20 premières années de ma vie, enfin j'ai reçu l'éducation parfaitement communiste, tout en étant très croyant depuis mon enfance. L'éducation était là. Et donc j'ai commencé à travailler sur cette histoire parce que j'ai découvert que les nouveaux historiens russes, les jeunes historiens russes actuels, qui n'ont pas connu le communisme et qui ne sont au fond ni communistes ni anticommunistes, mais ils sont russes. Donc ils regardent l'histoire de leur pays de façon générale. Un peu comme si, je ne sais pas, on demanderait aujourd'hui à un Français d'écrire sur la guerre de religion en France, vous voyez. Alors, on va dire qui avait raison, le duc de Guise ou l'amiral de Coligny. Je n'en sais rien, moi. Vous voyez, c'était une tragédie française, c'était comment dire, c'est une guerre de religion qui avait déchiré la France, qui a déchiré la famille royale, qui a déchiré la couronne, enfin voilà, c'est l'histoire tragique d'un pays. Et donc ils regardent, si vous voulez, aujourd'hui, ces jeunes historiens, cette nouvelle école, ils regardent la Révolution un peu comme on regarderait un épisode de l'histoire de la Russie. Et qu'est-ce qu'on découvre là, si vous voulez? On découvre tout à fait autre chose. Et moi, je me suis énormément intéressé, déjà depuis que je suis tout jeune, à ce qu'on appelle la petite histoire, c'est-à-dire, par exemple, la vie de Fouché par Stéphane Zweig, enfin, des choses comme ça. Et vous êtes d'accord avec moi, si ceux qui l'ont lu, qu'on lit ce livre-là et on comprend la Révolution française, on comprend vraiment de quoi il s'agit, on comprend les enjeux. Personne n'a décrit avec cette acuité et cette grâce le massacre de Lyon, enfin le sac de Lyon, c'est vraiment extraordinaire. Bon,
Et donc, j'ai commencé à travailler de cette manière-là, parce qu'en lisant, par exemple, des choses sur Lénine, sur Trotsky, sur Staline, je me suis dit, mais je savais pas ça, mais je connaissais pas ça, mais comment ça se fait que je savais pas ça, mais comment, ah bon, je lisais, je m'étonnais moi-même en lisant, et du coup, j'ai trouvé, si vous voulez, l'axe de ce livre qui commence, vous allez me comprendre de la façon suivante, là, commence le 3 avril 1917. Et le 3 avril 1917, Lénine rentre en Russie. 19 ans d'immigration, 19 ans d'absence. C'est-à-dire qu'il revient dans un pays qu'il ne connaît pratiquement plus, c'est plus le même pays du tout. Il revient, il sort de son train de la gare de Finlande, il monte sur la voiture blindée, le monument est toujours devant la gare de Finlande à Saint-Pétersbourg, il monte sur sa voiture blindée, il parle aux ouvriers, aux marins qui étaient là devant lui, etc. Et tous ceux qui ont une éducation communiste, ce qui est mon cas, connaissent ça, ça s'appelle la thèse d'avril. C'est-à-dire qu'il évoque la révolution mondiale, etc., etc. Il étonne d'ailleurs un peu ses amis quand il leur parle, parce qu'il est déjà lui-même très influencé par Trotsky sans le savoir. Et alors je découvre que ce même jour, le 3 avril 1917, un bateau suédois, en direction de Stockholm, et donc en passant par Saint-Pétersbourg, entre dans le port d'Halifax, c'est un port canadien. La police monte à bord, la police monte à bord, et il y a une plateforme, enfin une partie du bateau, où il y a une dizaine de voyageurs qui vont en Russie. Visiblement, la police cherche quelque chose et elle trouve effectivement dans les bagages de quelqu'un, elle ne sait pas de qui, mais c'est les bagages qui sont tous ensemble, 10 000 $. Et 10 000 $ à l'époque, j'ai fait le calcul, c'est entre 350 et 500 000 euros d'aujourd'hui. Hein. C'est une somme absolument considérable. Donc quelqu'un essaye de passer en douce, quoi, sans la déclarer. Et donc ils font effectivement ça, ils demandent à tout le monde de sortir, tout le monde sort pour être interrogé par la police, sauf un personnage qui ne veut pas sortir, qui crie, qui se débat, à telle enseigne que la police le soulève, quoi, le porte, le policier le porte. Et ce personnage, c'est Léon Trotsky. Et l'argent était à lui, alors qu'il n'a pas travaillé un jour de sa vie. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, cette coïncidence, que le 3 avril, Lénine débarque sur sa voiture blindée, et le même 3 avril, Léon Trotsky est arrêté avec 10 000 $ dont il ne peut pas expliquer la provenance, donc il refuse d'expliquer la provenance. Je me suis dit, ça c'est la clé du livre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je raconte d'où vient cet argent. Effectivement, il vient d'un banquier new-yorkais très célèbre qui s'appelait Schiff, Jacob Schiff, et qui était un grand financier, notamment de la guerre russo-japonaise, et un ennemi de la Russie farouche, parce qu'il considérait que le tsar était un ennemi de l'humanité. Et donc le livre commence comme ça c'est le prologue, et ensuite je pars tout de suite, parce que je m'intéresse au personnage de Léon Trotsky, qui est le personnage absolument fascinant. Vous savez, il faut toujours reconnaître, je veux dire, je ne suis pas communiste, je ne suis pas trotskiste, etc. Je pense que les gens qui sont présents ici non plus. Mais il faut savoir reconnaître le génie de quelqu'un. Je veux dire, mépriser l'ennemi, c'est vraiment faire preuve de peu d'intelligence. Hein. Et à ce moment-là, il ne faut pas être étonné de perdre tout le temps. Hein. Je commence le récit du livre après en Sibérie, en 1903. Léon Trotsky a déjà 23 ans à l'époque. Il est déjà père de famille, marié avec une femme beaucoup plus âgée que lui, une dizaine d'années plus âgée que lui. Il est déjà prisonnier politique, il est déjà arrêté. Mais il est arrêté pas parce que lui-même était un grand révolutionnaire, pas du tout. Il est arrêté parce que cette femme à lui l'a introduit dans un cercle marxiste. Lui, il était un gamin à 23 ans, il est arrêté à 23 ans, donc ça se passe quand il a 18-19 ans. Il tombe amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que lui, elle le fascine, elle le séduit, enfin bon, c'est classique. Hein. Et cette femme l'introduit
dans les cercles marxistes. Et un jour, la police, qui a des mouchards partout, débarque et arrête tout le cercle. Ça se passait en province, en Ukraine. Enfin, il n'y avait pas d'Ukraine à l'époque, mais disons, c'est l'Ukraine d'aujourd'hui, on va dire. Ils sont tous arrêtés et envoyés en Sibérie. Donc c'est pas Léon Bronstein, Trotsky, il s'appelle Bronstein à l'époque, qui est arrêté en tant que grand révolutionnaire. Pas du tout. Simplement, il est dans la pièce, on a arrêté tout le monde, quoi. Et très peu de temps, donc en 1903, il a 23 ans, il s'enfuit. Il s'évade. Et c'est là, en s'évadant, qu'il prend le nom de Trotsky. Trotsky étant un homme mort, mais dont les papiers étaient authentiques. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos, évidemment. Donc, toutes les polices de Russie sont à cette trousse, sauf qu'ils cherchent Léon Bronstein, alors qu'il voyage comme Léon Trotsky. Donc, vous pouvez chercher pendant 10 ans. Hein. Je veux dire, il est passé entre les mailles du filet. Très rapidement, il arrive à Vienne, une semaine, 2 semaines après, il arrive à Vienne, il va à une adresse chez un personnage illustrissime. Aujourd'hui, on appellerait ça la gauche caviar. Victor Adler, qui est le personnage vraiment de la social-démocratie de l'époque. Social-démocratie à l'époque, évidemment, qui n'est pas officielle, puisqu'il n'y avait pas de, je veux dire, il n'y avait pas de multipartisme à l'époque, c'était des partis plus ou moins clandestins, mais qui est quand même le parti de tous les bourgeois de gauche, etc., etc. Et Victor Adler est viennois, très riche, bonne famille, bourgeoise, et il est un peu l'argentier de la social-démocratie européenne. Donc il voit arriver chez lui le jeune Léon Trotsky. Alors moi, j'ai vu les photos de Léon Trotsky de l'époque, il se rasait même pas encore. Enfin, je veux dire, il avait une petite barbichette ici, comme ça, mais sinon, il avait un peu un visage de fille, vous voyez. C'est un jeune garçon, quoi, un jeune garçon qui se rase pas encore comme il faut. Il arrive, mais c'était déjà un détenu politique. Victor Adler était fasciné par ce gars qui arrive chez lui, de Russie, du fin fond de la Russie, qui parle allemand, qui parle français, qui parle anglais, qui a beaucoup lu, qui raconte très bien. Victor Adler est comme ça devant lui. Il était beaucoup plus âgé, Victor Adler. Hein. Et l'adresse à laquelle il arrive sur la Bergstrasse aujourd'hui, c'est l'adresse la plus connue de Vienne. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'étage au-dessus habitait Sigmund Freud. Et Léon Trotsky, 23 ans, juif d'Ukraine, immigré, rien, il est rien. Le soir même, il dîne avec Victor Adler chez Sigmund Freud. Évidemment, il devient un freudien. Et c'est lui le précurseur de freudo-marxisme qui va faire Flores dans les années 60-70, notamment en France. Ça commence comme ça. Et donc, mais à l'époque, il faut bien se rendre compte que entre l'Empire austro-hongrois et la Russie, on n'est pas encore en 14, on est en 1903, entre l'Empire austro-hongrois et la Russie, c'est la grande amitié, c'est l'amour. Et donc la police de l'empereur Habsbourg, Saint-Joseph, et elle surveille Adler, elle surveille, donc du coup elle voit Trotsky, elle commence à surveiller Trotsky, enfin, etc., etc. Et Adler dit à ce moment-là à Trotsky, il dit, écoute, c'est pas sûr ici, ils sont capables de t'arrêter et de te rendre aux Russes, ça va pas, il faut trouver une solution, je vais t'envoyer à Londres, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus tranquille, la liberté politique est respectée à Londres, etc., etc. Voilà de l'argent, tu as de quoi vivre un an sans travailler, et tu vas aller, tu vas être accueilli par monsieur et madame Richter. Alors que Trotsky, évidemment, il voyageait toujours en première classe. Hein. Il va à Londres, et il est accueilli par monsieur et madame Richter. Et monsieur et madame Richter, c'est monsieur et madame Lénine, qui habitaient clandestinement à Londres sous ce nom-là. Donc, si vous voulez, on est dans un roman complètement fou, et qui vous montre, si vous voulez, que l'histoire monumentale n'est rien par rapport à l'histoire intime
de ces gens, parce qu'évidemment, quand je vous dis Lénine, vous voyez tout de suite, ben non, il habitait à l'époque dans un 3 pièces, hein, je veux dire, avec sa femme. Hein, je veux dire, c'était pas le Lénine qui a pris le pouvoir en Russie. Hein. Et donc, Lénine aussi est tellement fasciné par Trotsky, qui a 10 ans de moins que lui. Hein. Lénine, regarde Trotsky, il dit, mais ce type est absolument extraordinaire. Il était surtout fasciné par sa facilité verbale. Il avait du talent, quoi. C'était un type talentueux. Il parlait très bien, alors que Lénine, bien qu'intellectuellement très fort, etc., était un peu laborieux, il avait du mal à s'exprimer, il écrivait surtout. Donc quand il fallait parler, c'était pas aussi fort. Et donc il devient, dans leur parti, qui est en fait une secte, hein, c'est une espèce de secte, Trotsky devient un peu son bras droit, non pas son bras droit, non seulement son bras droit, mais un peu son porte-parole. Et surtout, le talent de Trotsky se manifeste dans le fait de se moquer des autres. C'est-à-dire qu'il est capable, par exemple, quand Lénine voulait dégommer, pardonnez-moi l'expression, hein, enfin tout le monde comprend, quand il voulait dégommer un adversaire politique, etc., il fallait avoir le verbe haut, il fallait faire une blague assassine, il fallait l'humilier, enfin il fallait faire tout ça, comme c'est souvent le cas dans les sectes politiques. Et il envoyait Trotsky. Il disait à Trotsky, celui-là il faut le dégommer, voilà, il faut dire ça, 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 et Trotsky le disait. À telle enseigne que leurs camarades de parti ont commencé à appeler Trotsky la matraque de Lénine. Enfin, vous voyez le genre. Ensuite, donc, Trotsky continue à... Trotsky devient, alors qu'il n'est rien, hein, il devient un révolutionnaire professionnel qui fait, alors, à cause justement de son talent, qui fait le tour des pays d'Europe. Il arrive à Paris, où il rencontre une jeune femme, très jeune femme, étudiante, qui s'appelle Natalia Sedova, et qui est une Russe réfugiée de bonne famille. Ils sont tous de bonne famille, ils sont tous assez riches, hein, de bonne famille, et qui l'accompagne, et c'est un amour fou entre eux. Elle, c'est une non-conformiste, parce que déjà à l'époque, elle vit ouvertement avec un homme. C'est-à-dire que c'était à l'époque un scandale épouvantable. Enfin, c'était une affirmation de féminisme absolument extrême à l'époque. C'était une jeune fille étudiante, quoi. Elle s'affichait avec un type, voilà, elle vivait avec lui, c'était sa maîtresse. Et donc elle tombe amoureuse de Léon Trotsky, et c'est un amour, il faut dire que c'est un amour qui durera toute une vie. Hein. Ils ont des enfants, etc., etc. Et il veut l'épouser, mais il ne peut pas l'épouser parce qu'il a épousé sa première femme devant un rabbin. Impossible de divorcer. Donc il a vécu avec elle comme avec une maîtresse toute sa vie. Alors, ils voyagent comme ça de ville en ville, et ils arrivent, et ça c'est extrêmement important, ils arrivent un jour à Munich. Et à Munich, ils sont accueillis par un personnage que moi je trouve personnellement un personnage absolument fascinant, qui s'appelle Alexandre Parvus. Il faut savoir qu'il avait 5 autres noms, mais il est entré dans l'histoire sous ce pseudonyme Parvus. Lui aussi était, comme Trotsky, juif d'Ukraine, d'Odessa. Et lui aussi est fasciné par Trotsky, par le gamin, quoi. Il est aussi... Alors, tout le monde est fasciné par Trotsky. Il faut quand même voir, et vous allez voir plus tard que ça se confirme. Hein. Il le trouve vraiment très intéressant, et mais il le trouve un peu ignorant. Et il faut voir que Parvus, c'est un véritable... Il commence à faire son éducation politique. Alors, il faut savoir que Parvus, non seulement il est milliardaire, mais il est à la fois autrichien, allemand et turc. Il a des entreprises partout. Il travaille pour les services, il est à la fois révolutionnaire, clandestin, en même temps il travaille pour les services de plusieurs pays, dont l'Allemagne, le service secret allemand, etc., etc. Il est envoyé en mission. Enfin, c'est un personnage absolument extraordinaire. Et c'est lui qui fait l'éducation politique de Léon Trotsky, et notamment c'est lui qui donne à Léon Trotsky cette idée qui va être à la marque du trotskisme, qui est la révolution permanente. Et pas seulement la révolution permanente, mais aussi il lui donne la révolution mondiale et la République mondiale. C'est vraiment des idées, si vous voulez. La République mondiale, c'est une idée vivante aujourd'hui. Hein. Le mondialisme, c'est basé sur l'idée de République mondiale. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un personnage absolument extraordinaire. Alors, tout ça, en plus, se passe dans des boîtes de nuit, à Schwabing. Je ne sais pas si vous connaissez Munich. Enfin, à Schwabing, dans le quartier de Schwabing, des filles qui dansent à moitié nues. Eux, ils parlent de révolution. C'est assez extraordinaire. Sur ces entrefaits,
arrive la première révolution russe. C'est 1905. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la révolution de 1917, c'est peut-être le troisième acte d'un processus révolutionnaire. Parce que on parle tous de Nicolas II et de sa famille qui ont été assassinés par les bolcheviks, mais le grand-père de Nicolas II avait déjà été assassiné par les nihilistes. L'oncle de Nicolas II a été abattu dans l'enceinte du Kremlin par des nihilistes. Je veux dire, il y avait un terrorisme révolutionnaire en Russie qui n'existait dans aucun pays d'Europe. Aucun pays d'Europe. Stolypine, Premier ministre, abattu dans un théâtre. En plus des nihilistes, si vous voulez, qui faisaient ça sans se cacher. C'est un truc, ils faisaient ça un peu comme les islamistes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne se cachaient pas. Stolypine était dans le théâtre, l'autre est arrivé, il a sorti son arme, et il était au 5e rang, et il lui a déchargé le truc dans la tête. Et puis après, on l'a arrêté, quoi. Je veux dire, il ne se cachait pas. Hein. Donc, si vous voulez, il y avait quand même un processus révolutionnaire très lancé. Donc, Trotsky, Parvus sont à Munich, éclate la révolution de 1905. Janvier 1905. Parvus lui dit à Trotsky, nous sommes des révolutionnaires. La révolution se déroule, et nous ne sommes pas là. Il faut y aller. Comme ils ont beaucoup d'argent, etc., et des faux papiers, ils montent dans un train et les voilà à Saint-Pétersbourg. Et alors là, tenez-vous bien, parce que ça, c'est quand même quelque chose, moi, j'ai toujours pas trouvé d'explication. J'ai interrogé plusieurs grands historiens, personne ne peut m'expliquer comment et pourquoi. Imaginez-vous, donc, la révolution se déroule. On tire dans les rues de Saint-Pétersbourg. Le soviet de Saint-Pétersbourg fonctionne. Il y a des gros ouvriers barbus à la tête du soviet. Des hommes de 40-45 ans. Virils, ouvriers, combattants, armés, tout ce que vous voulez. Arrivent Parvus et Trotsky. 3 semaines plus tard, Trotsky dirige la révolution. Je veux dire, attendez, Trotsky revient, donc exilé, bourgeois, arrive de l'étranger à une révolution qui a déjà lieu, qui s'est déjà déclenchée, et il prend la tête de la révolution quelques semaines plus tard, président du soviet de Saint-Pétersbourg. Lénine n'est pas là. Aucun des révolutionnaires de 17 n'est là. Le seul à être là, c'est Léon Trotsky. Évidemment, la révolution après est écrasée, etc. Il est de nouveau arrêté avec Parvus. Il part en Sibérie, il part de nouveau en exil. 2 mois plus tard, il s'évade. La police du tsar, c'était quand même une plaisanterie. Hein. Je veux dire, il faut bien savoir que la police du tsar, c'était pas la Tchéka. Hein. C'était quand même autre chose. Et donc, si vous voulez, mon livre, si vous voulez, raconte la révolution sous cet angle-là. Et effectivement, après, quand Léon Trotsky arrive finalement, imaginez-vous, Léon Trotsky arrive, c'est un peu la même histoire. Il arrive en juin 17, il arrive à Saint-Pétersbourg. Parce qu'en avril, il est arrêté, il est détenu quelques mois au Canada, parce qu'il faut qu'il l'arrête, quoi. Et donc il débarque vers juin, en été, quoi. Vous vous rendez compte? En juin, il débarque à Saint-Pétersbourg, et en octobre, ils font le coup d'État. Ils prennent le pouvoir. Je veux dire, il y a quelque chose là qui tient quand même du... Je ne sais pas si vous sentez ça, mais enfin, il y a quand même là quelque chose qui tient du... Et Lénine n'est pas présent. Lénine n'est pas à Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que à Pétrograd, la révolution d'octobre, le coup d'État d'octobre, appelez ça comme vous voulez, se produit le 25 octobre 1917, pratiquement sans verser de sang. Le pouvoir est pris et c'est terminé. Et Lénine dira plus tard, nous n'avons pas pris le pouvoir, il traînait sur le trottoir, nous l'avons ramassé. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi, il y a aussi ça, hein. Le frère Thierry a dit tout à l'heure que la révolution de février, ce qu'on appelle la révolution de février, celle qui a renversé le tsar, celle qui ensuite a donné les blancs. Parce que les blancs n'étaient pas monarchistes. Hein. C'était quand même un ramassis de...
je ne vais pas dire des imbéciles, mais des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, en fait. C'est la phrase, pardon-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vraiment, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ont renversé le tsar, très bien. Ils ont arrêté le tsar, très bien. Ils ont pris le pouvoir, très bien. Ils avaient le contrôle de tout. Et en fait, ils ne contrôlaient rien. Tout de suite, on commençait. Il y avait des problèmes d'approvisionnement. L'armée était en ébullition. Mon grand-père à moi, qui combattait sur le front en 1917, il est parti à la guerre en 14. Il avait 19 ans en 14. Il est parti en 14. En 17, il était sur le front. Mon grand-père a désarmé les officiers. Parce qu'il était soldat. Il y avait les mutins. Toute l'armée s'était mutinée. Désarmer les officiers. Déserter en masse. Quand les bolcheviks, je veux dire, il faut voir les descriptions. Moi, j'ai découvert les descriptions de Saint-Pétersbourg entre février et octobre 1917. Des dizaines de milliers de soldats dépenaillés, armés, déserteurs de toutes sortes, s'adonnant à toutes sortes d'excès dans les rues, une espèce d'anarchie totale, un meeting permanent, notamment devant un cirque. Il y avait un cirque là-bas qui était très connu. Le meeting durait 24 heures sur 24 et les principaux personnages qui assistaient à ces meetings, c'était les soldats déserteurs. Donc, si vous voulez, lorsque les rouges arrivent et prennent le pouvoir, les bolcheviks, ils ne sont pas encore des rouges, les bolcheviks arrivent et prennent le pouvoir tombe comme un fruit mûr, même pas un fruit mûr, un fruit blette, quoi. Il tombe et il s'écrase comme ça sur le trottoir et c'est fini. Ils prennent le pouvoir. Kerensky s'enfuit, Kerensky c'était le chef du gouvernement, soi-disant provisoire, tout le monde s'enfuit, il y a quelques soubresauts, etc. Et en 1918 commence ce qu'on appelle la guerre civile. C'est quelque chose d'absolument épouvantable et qui va faire entre 7 et 10 millions de morts. Encore aujourd'hui, on n'est pas certain, certains disent 7, d'autres disent 10. Voilà. Commence comme ça. Les rouges, les bolcheviks contrôlent Saint-Pétersbourg et Moscou. Mais il y a encore des combats à Moscou et des combats assez longtemps dans les rues. Ils ne contrôlent pas le reste du pays. Toute l'armée est dirigée par des officiers qui seront plus tard des officiers blancs, etc., etc. Les bolcheviks eux-mêmes disent il faut qu'on tienne plus longtemps que la Commune de Paris. Il faut qu'on tienne de qui se donnait quelques semaines. Ils disaient il faut qu'on tienne plus longtemps que la Commune de Paris. C'est sûr qu'on va être écrasé, mais il faut qu'on tienne. Et ils tiennent. Et Léon Trotsky, toujours le même, qui alors, je l'ai vraiment vérifié, il n'a pas fait son service militaire, hein, évidemment. Il ne distinguait pas les grades. Quand il voyait les épaulettes, il ne savait pas si c'était un commandant ou un capitaine, il ne savait pas. Hein. Ou lieutenant-colonel, il ne savait pas très bien. Ici, les épaulettes, il ne voyait pas très bien. Et il reçoit l'ordre de Lénine de fonder l'armée prolétarienne qui va devenir l'armée rouge. Et il le fait. Je ne sais pas qui d'entre nous ici serait capable de fonder l'armée rouge, je ne sais pas. Hein. Il le fait. Et chose que j'ai découverte et qui m'a vraiment fasciné, c'est que très peu de temps après, mais vraiment très peu de temps après, il y a plus d'officiers du tsar dans l'armée rouge que dans l'armée blanche. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que la guerre, il y a un grand philosophe communiste italien qui s'appelle Gramsci qui a dit que la victoire culturelle précède la victoire politique. Il y avait une victoire, les bolcheviks ont vraiment fait une victoire culturelle. C'est-à-dire que quand ils ont dit le pain, la terre aux paysans, le pain à tout le monde, l'égalité pour tous, l'égalité entre les hommes et les femmes, et tout ça, le paysan russe a entendu un discours chrétien. Parce que
Évidemment, le paysan russe, il ne connaissait rien du marxisme-léninisme, hein, il ne connaissait rien du matérialisme dialectique. Hein. Il ne savait pas, je veux dire, le centralisme démocratique, ça ne lui disait rien. Hein. Mais il a entendu la justice sur terre. Il a entendu. Je veux dire, le discours de l'Église russe a depuis plusieurs siècles à ce moment-là été ce discours-là. Le discours de l'Église russe était de créer une société alternative, une société de justice, une société où nous sommes tous des enfants de Dieu, où nous sommes tous égaux devant Dieu, etc., etc. Et donc, le paysan russe, qui était assoiffé de justice, qui en avait marre de cette guerre, les hommes étaient à la guerre depuis 4 ans, les femmes labouraient les champs, les chevaux étaient pris à la guerre, les femmes tiraient la charrue à la place des chevaux. Enfin, il faut bien imaginer ce que c'était, quoi. Tout le monde en avait ras-le-bol. Et donc, quand ils ont entendu le discours des bolcheviks, ils se sont dit, ils l'ont compris. À leur façon, ils l'ont compris. Et donc, ce discours-là a attiré aussi toute une génération, peut-être, d'officiers issus des couches inférieures de la société, qui avaient plutôt des sentiments proches du peuple, qui avaient peut-être des sentiments de gauche, qui en avaient eux aussi marre de la boucherie de 14-18, etc., etc., et qui disaient, c'est vrai, il faut que ça s'arrête. Et le discours de Lénine et de Trotsky était, pour que ça s'arrête, il faut vaincre les ennemis de la révolution. Donc c'était un discours parfaitement charpenté, et que tout le monde pouvait comprendre. Les familles d'officiers étaient prises en otage aussi. Les familles d'officiers étaient prises en otage, mais c'est tout à fait vrai. Mais je mets un bémol là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que les bolcheviks, à ce moment-là, sont à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Tout le reste de la Russie, non. Donc ils pouvaient peut-être prendre en otage les familles des moscovites et des pétersbourgeois, peut-être. Mais pas par exemple des familles de Kiev, ils n'étaient pas. Ou des familles d'Odessa, ou je sais pas, le pays est quand même énorme. Hein. Donc là aussi, il faut mettre un bémol. Ils prenaient effectivement en otage, mais il y avait beaucoup de gens qui allaient de leur propre chef. Le général Bonch-Bouyevich, qui était un général du tsar, dont le frère était un révolutionnaire, un grand révolutionnaire aussi, je veux dire, n'étaient pas pris en otage. Enfin, ils étaient vraiment très nombreux. Et donc, toute cette histoire se termine par une victoire écrasante des rouges, mais écrasante. Les blancs n'ont jamais su s'unir. Les rouges ont tout de suite instauré la terreur, mais une terreur révolutionnaire revendiquée et intellectualisée, basée sur la terreur de 1793. Ils considéraient que la terreur faisait partie de la révolution et que sans la révolution, sans la terreur, il n'y avait pas de révolution. Tout à fait. À cette terreur rouge, les Blancs ont essayé de répliquer par la terreur blanche, mais qui était sporadique, assez sauvage aussi, mais que personne ne comprenait. Et eux-mêmes, ils étaient mal à l'aise vis-à-vis de ça. Donc tout ça était très bizarre. Ils n'ont jamais réussi à s'unir. Moi, j'ai lu des journaux de généraux blancs qui eux-mêmes disaient, mais nous sommes foutus, tout se déchire, nous n'avons plus, je ne sais plus quoi dire aux soldats. Il y a un colonel dont j'ai oublié maintenant le nom, qui écrit à sa mère, dit, maman, je ne sais plus, je veux dire, le moral des troupes est très bas, j'essaie de parler aux soldats, je ne trouve pas les mots, je ne sais pas quoi leur dire. Vous voyez, il y avait une espèce de déficit idéologique très fort, quoi. Vous voyez, sans parler du fait que l'Église, elle aussi il y a eu un concile 17-18 de l'Église russe qui était extrêmement progressiste lui aussi. Enfin, c'était quand même, c'était à la fois le retour du patriarcat, puis en même temps, c'était une sorte de Vatican II en 1917. Bon, mais je veux dire, vous voyez, tout ça. Donc, Léon Trotsky est vraiment le personnage clé de cette histoire. Mais une fois, alors ce qui est fascinant, une fois que la révolution se déroule, enfin que la révolution a vaincu, lui, il considère, et c'est une star, il y a partout, moi je ne savais pas ça, mais j'ai vu, après j'ai vu les photos, partout il y avait tous les bureaux, il y avait 2 photos, Lénine et Trotsky, partout.
Après, ça a été effacé. Avec Staline, ça a été effacé des mémoires. Mais partout, il y avait deux photos. Lénine, Trotsky, Lénine, Trotsky. Lénine, c'est vraiment une star, quoi. La vedette de la révolution, c'était lui. Et surtout celui qui a gagné la guerre, hein. Il a vaincu les Blancs, hein. C'était vraiment une star extraordinaire. Et donc, après, il a commencé à être... C'est assez curieux. Il pouvait prendre le pouvoir, et il ne l'a pas fait parce que il a été trop orgueilleux. Et là est arrivé Staline. Moi, je raconte dans un passage, comment Staline a pris le pouvoir. C'est absolument... C'est à ne pas y croire. C'est à ne pas y croire. Ça commence comme ça. J'espère que je ne suis pas en train de vous saouler avec mes histoires. Ça commence comme ça. Le parti, donc ils ont gagné la guerre. Il faut diriger le pays, il faut diriger le parti, il faut purifier le parti. Donc Lénine cherche un secrétaire général. Lénine, il faut un secrétaire général du parti. Il propose à Trotsky. Trotsky dit, moi je ne vais pas être le secrétaire, hein. Je ne vais pas être le secrétaire de tout le monde. Ça va pas ou quoi? Moi je suis le chef. Bon. Finalement, personne ne veut y aller. Et qui trouve une femme, dont j'ai oublié maintenant le nom. Cette femme accepte, mais un peu comme une secrétaire, vous voyez, c'est secrétaire générale du parti. Un peu comme une secrétaire. Mais elle a des enfants et tout, elle s'en sort pas, elle dit je m'en sors pas, j'ai pas le temps. Après, donc il n'y a personne qui veut de la place. Il trouve Molotov, mais Molotov a à ce moment-là 25 ans, le futur Molotov, qui est un jeune homme. Trouve Molotov. Molotov commence, mais il n'a pas l'expérience, il ne s'en sort pas. Et là, Staline vient et dit bon, je veux bien m'y coller. Parce que Staline a déjà compris que diriger le parti, créer le cadre du parti, était en fait le vrai pouvoir. C'était comme ça qu'on dirigeait, etc., etc. Et le comble de l'absurdité, c'est quand Lénine meurt, après le 3e ou le 4e AVC, il meurt en janvier 1924, Trotsky ne se présente pas aux funérailles. Alors que il est dans le Caucase. Il ne se déplace pas. Il ne vient pas. Et donc, tout le monde voit qui porte le cercueil, c'est Staline, porte le cercueil. Et à partir de ce moment-là, Trotsky est fini. Et évidemment, comme c'est lui qui a fait la révolution, comme c'est lui qui était le grand héros de la guerre civile, etc., etc., Staline ne pense qu'à une chose, c'est de l'éliminer. Et il finit, bien sûr, par l'éliminer. Un autre personnage extraordinaire dont je parle, c'est Dzerzhinsky, le fondateur de la Tchéka, qui lui aussi est un type... C'est un Polonais, fervent catholique, mais fervent catholique comme un... Vous savez, vous pouvez être fervent catholique, mais on peut être fervent catholique un peu comme un fou, quoi. Et lui, il était vraiment un fervent catholique qui terrorisait, par exemple, sa famille. Par exemple, ses parents... Quand ses parents ne disaient pas le Bénédicité, quoi, ils disaient vous allez tous en enfer, ils faisaient des scandales. Quand le carême n'était pas respecté, quand ils ne disaient pas les prières, quand je ne sais pas quoi, puis il voulait devenir moine, j'ai oublié dans quel ordre, il voulait devenir moine, il était ultranationaliste, etc., etc. Et puis, à un moment donné, exactement un peu comme Trotsky, à un moment donné, il fait une rencontre, et il bascule avec la même ferveur, disons, dans le communisme. Et alors lui, il fait 11 ans de bagne. 11 ans de bagne, dont 3 ou 4 ans fer aux pieds. Donc, si vous voulez, il a toute sa vie gardé des traces de ses fers à ses chevilles, quoi. Et il a gardé aussi... Il se faisait un peu peur aux gens. Il a gardé aussi une espèce de maigreur ascétique comme ça, parce que les moines et les prêtres russes ne sont pas particulièrement ascétiques. Hein. Donc lui, il avait un aspect comme ça. On le comparait, son aspect physique était comparé un peu à celui d'un grand inquisiteur, vous savez, qui n'a aucune passion. Qui est maigre comme un clou, qui n'a aucune... et qui brûle tout le monde sur les bûchers, vous voyez. Il y avait ce côté-là, avec les yeux fiévreux, etc. Et j'ai eu la description d'une grande révolutionnaire russe qui s'appelle Madame Balabanov, qui décrit ça très bien, son regard
fiévreux, il ne dormait pas, il était maigre, il est mort très jeune. Ces gens-là sont presque tous morts très jeunes, sauf Staline. Hein. Sauf Staline qui a vécu jusqu'en 53. Voilà, donc si vous voulez, je raconte cette histoire au travers des personnages clés comme ça, et qui éclairent, alors bien sûr je parle des événements évidemment, hein, mais qui éclairent les événements avec un éclairage. Alors j'ai rien inventé, hein, moi j'ai écrit ça pour le public français, mais en Russie il y a des historiens qui font un travail absolument extraordinaire. J'étais en contact avec un jeune historien qui sur la journée, qui a écrit un livre de 500 pages je crois, juste sur la journée de 25 octobre 1917. Hein. Ils travaillent, c'est minute par minute, hein, c'est vraiment quelque chose, ils ont fait un boulot extraordinaire. Moi au contraire j'ai voulu juste raconter, comment dire, pour que le public français comprenne la Révolution, l'esprit de la Révolution. Ce que disait Frère Thierry, c'est assez juste. Il y a quelque chose de métaphysique dans cette histoire. Il y a quelque chose qui est lié au talent, à l'instinct, à l'opportunité, au côté sans pitié, au côté sacrificiel. Parce que quand ils partent au front comme ça, je veux dire, Trotsky, quand il fallait fusiller, enfin je veux dire, on sait, en France aussi on a fusillé le maréchal Pétain, on disait qu'il a fusillé des gens hein, qui voulaient s'enfuir. Hein. Donc, Trotsky voulait fuir, et le peloton d'exécution ne voulait pas tirer. Trotsky mettait lui-même la balle dans la tête. Et quelqu'un d'autre pouvait lui en mettre une aussi. Hein. Mais il y avait quelque chose de complètement... On est un peu dans les descriptions, je donne quelques détails, les descriptions des scènes de la guerre civile. Quand on pense qu'un an avant, ce peuple était pieux, ultra-chrétien, ce qu'il est devenu, le paganisme, le côté démoniaque. La chose, je raconte, je vais finir là-dessus, je raconte l'épisode d'une fille qui est une fille de la Tchéka, mais fille de général aussi, meurtrière de la Tchéka, etc. Et à l'époque, c'était dans le sud de la Russie, il y a des villes qui passaient, c'était la guerre civile qui passait chez les Blancs, les Rouges, les Blancs, les Rouges, les Blancs, les Rouges. Donc elle venait d'avoir un bébé, les Blancs arrivent, elle n'a pas le temps de s'enfuir, elle se cache, quelqu'un la donne. Donc elle est pendue au marché de la ville. Elle est pendue au marché de la ville. Donc moi je lis l'article du journaliste local qui raconte la pendaison et décrit cette femme qui est une très belle femme, très jolie femme, de bonne famille, peut-être même un petit peu aristocratique, etc. Très jolie, très bien habillée. Et il décrit longuement ses chaussures bleues, de belles chaussures bleues, enfin je sais pas, il décrit les chaussures bleues. Et donc on va la pendre et elle dit, alors il décrit ça dans l'article, il dit, donc elle s'adresse au bourreau qui est un soldat, je pense, de l'armée blanche, quoi. Ça dit, au bourreau, il dit « Tu me tues, mais je vais vivre éternellement, parce que ma vérité, c'est la vérité, et ta vérité, c'est du mensonge. Et tu crois que tu me tues, mais tu ne me tues pas, parce que moi je vis... » Enfin, il tient tout un discours absolument extraordinaire. Il finit par la pendre. Donc il la pend. Donc elle pendouille un certain temps, puis après on la décroche. Et à ce moment-là, il décrit qu'au moment où on la décroche, la foule se jette sur elle, se jette sur le truc. Et moi je me suis dit, en lisant l'article, je me suis dit, il se jette pour lui prendre ses chaussures, vous voyez, ou pour la déshabiller ou quelque chose, parce qu'elle était bien habillée. Pas du tout. C'est pour avoir un morceau de la corde. Parce que la corde du pendu, ça porte bonheur. Donc quand vous pensez que ces gens-là allaient se confesser à l'église 6 mois avant, je veux dire, il y a quelque chose là qui est monstrueux, et ça montre vraiment comment on peut être retourné comme ça, tac. Je veux dire, dans le fameux livre de Bounine qui s'appelle Jour maudit, il y a une scène où il s'abrite de la pluie, il est à Odessa, il s'abrite de la pluie, et il y a d'autres gens qui s'abritent à côté de lui, etc. Et il y a des marins, des marins et quelques jeunes qui discutent, et lui, c'est un immense écrivain, il écoute, il dit, je savais pas, un, qu'on pouvait parler comme ça, deux, qu'on pouvait avoir des idées comme ça,
trois qu'on pouvait s'exprimer de la sorte, etc., etc. Donc en quelques années, en quelques mois peut-être, l'horreur, si vous voulez, de la guerre, ce sang, ce mensonge, ce côté sans pitié, transformé complètement les gens. Voilà, moi je m'arrête à ce moment-là, je m'arrête en 1920, parce qu'il y aura, bon, l'histoire de l'URSS, c'est une autre histoire. Hein. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah oui, moi j'ai quelques livres, si vous voulez que je vous les dédicace, avec plaisir. Combien coûte le livre là? Combien coûte ce livre-là? 17,90. C'est le mien, celui-là. Moi j'en ai un, si vous voulez. Il y a quelques livres. Ben, vous voyez, Ceux qui veulent s'avancent. ceux qui veulent s'avancent et je vais vous les dédicacer. Moi je peux alors. J'ai oublié de dire que Lénine est revenu